Calbo et Arsenic continuent à marquer la nouvelle génération. Là, Jul vient de sortir un projet pharaonique qui est déjà numéro 1, qui s'appelle le Classico Organisé. Et Calbo est présent avec son frère Lino et d'autres rappeurs comme SCH, Soprano. On a l'impression que c'est très facile pour Arsenic de se mélanger avec la nouvelle génération. Oui. Parce que bon, il nous a un peu facilité la tâche en nous mettant un son bien sombre, comme à l'époque, tu vois, d'Arsenic. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé la manière dont Jul il a procédé pour faire sa compile, hein. En toute humilité, il nous a appelés tranquillement et puis on a fait ça comme à l'ancienne, tu vois. Tu nous appelles, on vient. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une filation en fait entre le Classico Organisé où Jul a réussi à réunir Paris et Marseille, et en fait c'est ce que faisait déjà le Secteur A avec Première Classe, qui était la compilation où tout le rap français avait rendez-vous. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, lui, franchement, et quand le mot organisé, on avait un groupe WhatsApp avec les 147 rappeurs, un groupe WhatsApp avec les rappeurs qui rappent dans ton morceau, et un groupe WhatsApp toi et Jul. Donc, tu vois, tout était bien organisé, bien carré, tout ça, donc c'était bien, franchement, c'était une bonne expérience. Est-ce qu'il est encore actif, le groupe WhatsApp avec les 147 rappeurs? Toujours actif. Qui envoie les trucs les plus marrants? Non, moi, j'ai pas trop traîné dedans, mais je le vois des fois, mais... Présenter Calbo en quelques lignes, c'est des disques d'or, une aventure incroyable avec le Secteur A, avec Bisson Abisso, avec ton frère Lino, Arsenic, avec également Tequila. 20 ans de carrière dans le rap, dans la musique, conseiller artistique également pour des marques comme Dia, auteur pour des tubes à succès comme pour Asia, et ce livre, Quelques gouttes de plus. D'où est venue la volonté de l'écrire? J'avais rencontré Mystique, qui était donc un membre du Bisson Abisso, qui avait arrêté, lui, de rapper, et qui bossait avec des jeunes. Moi, entre tous ces albums, je me suis mis à écrire, à faire des cours d'écriture pour des jeunes dans les prisons, dans les maisons de correction. Et je racontais ces aventures à Mystique, justement, et je disais, waouh, j'ai vécu des trucs de dingue pendant des 2 semaines en prison, mes allers-retours pour les jeunes. Et il me dit, mais tu devrais l'écrire, ça. Parce que les gens, ils aimeraient bien entendre ces histoires. Et moi, je lui dis, tu sais, j'avais pas cette prétention d'écrire un livre, tu vois. Et après, je rencontre Oxmo Puccino, que tu connais très bien, qui me dit, mais, Calbo, tu sais, moi, j'écris, tu sais, on n'a pas vécu des histoires, on a eu des histoires quand même exceptionnelles, avec des Mandela, tout ça, tu devrais écrire. Et le déclic m'est venu au moment où je regardais l'interview sur Internet de justement des gars qui ont vécu cette épopée avec nous. Et le journaliste pose la question au gars, il lui dit, oui, parle-nous d'Arsenic. Alors, c'était comment Chaque fois qu'il disait mon nom, je me reconnaissais pas dans la suite, tu vois. Si tu racontes pas ton histoire, quelqu'un d'autre va le raconter à ta place. Ce qui est dingue avec ce livre, c'est qu'il est énormément empli de pudeur, en fait. C'est qu'il y a une très grande pudeur, parce qu'en vérité, Arsenic a vécu un destin incroyable et continue à vivre un destin incroyable. Et il y a beaucoup de pudeur sur tout ce que le public veut savoir. Pourquoi? Parce que c'était toujours comme ça. Je pense que si tu fouilles dans le passé de plusieurs artistes, ce que le public voit, c'est pas vraiment la réalité du truc, tu vois. Comme le rapport à la musique, Arsenic, c'est un groupe qui a terminé des groupes et des groupes en ego trip. Et là, on lit un livre écrit avec énormément d'humilité, de pudeur et de discrétion. On arrive en Afrique du Sud, on dit, ouais, il y a les awards africains, vous êtes nominé là-bas, on descend en Afrique du Sud, ah ouais, cool. Ah, l'Afrique du Sud, c'est quoi? Le pays de Mandela. Ah ouais. L'apartheid aussi, ah ouais. Ah ouais, mais là, il est libéré, donc, tu sais, c'était tout frais encore, il venait d'être libéré il y a pas très longtemps. Et faut savoir que pour un Africain, l'Afrique du Sud, c'est presque, tu calcules pas. Tu parles de Côte d'Ivoire, de Sénégal, de Congo, de OK, je vais là-bas, mais jamais tu te dis, ouais, je vais en Afrique du Sud. À l'époque, c'était comme ça, à cause de l'apartheid, tout ça. Et donc, on arrive là-bas, on nous dit, vous allez à Sun City, on regarde un peu sur Internet, ah ouais, Sun City, le petit Las Vegas, tout ça. Et on arrive sans prétention aucune, que de chanter le morceau Bisson Abisso. Arrivé là-bas, c'est à vous, Bisson Abisso, de chanter. On dit, OK, on monte sur scène, 4 passent à droite, 4 passent à gauche. Et ceux qui passent à droite, les 4, dont moi, on ouvre la porte en passant par les loges pour rejoindre la scène. Boum, on tombe nez à nez avec Mandela qui est arrivé à sa table. Et lui, il était en mode, tout le monde sortait des loges, il serrait les mains à tout le monde. Et au moment où les gardes du corps nous disent, mettez-vous contre le mur pour qu'il puisse sortir, Mandela, il enchaîne sur nous, il finit avec nous, il nous serre la main et il s'en va à sa table. Et nous, on est là, bloqués, là, on regarde notre main, on dit, waouh, incroyable. Et au moment où on arrive sur scène, tac, on fait le morceau, on retourne à notre table après le morceau Bisson, on dit, les gars, on a serré la main à Mandela. Et on a dit, mais non, vous mentez, c'est pas possible, je te jure, on a serré la main à Mandela. Là, on voit, quand on raconte cette histoire, on regarde la seule fille du groupe, Mpassi, elle est touchée. Elle faisait partie des 4 qui étaient passés de l'autre côté. Bon, la soirée se passe,
bon, Mandela, il est dans sa table, c'est la table principale de la soirée, devant la scène. On avait déjà eu le prix du meilleur groupe africain. Déjà, c'était un truc extraordinaire. Et là arrive le moment de meilleur clip vidéo de l'année. Boom, the winner is Bissona Bisso. Bah. Et là, la chanteuse impatiente, dit, bougez pas, je vais aller chercher le prix toute seule. Elle dit, ok, vas-y, va chercher le prix toute seule. Et quand elle va, elle avait son idée derrière la tête, tu vois, déjà. Donc elle dit, c'est ma chance ou jamais. Donc elle arrive au moment, elle fait son petit discours rapide, elle dit, je pourrais avoir une requête, s'il vous plaît. J'ai dit, oui. Et donc le traducteur est là, le présentateur. Elle dit, mon groupe et moi, nous aimerions serrer la main de Nelson Mandela. Est-ce que c'est possible? Et là, on traduit à Nelson Mandela qui est en face, et il dit, bah, venez. Et là, c'est là, on vient nous chercher officiellement à notre table, d'où la photo qui est un peu sur YouTube. Et là, on serre la main à Mandela. Mais l'ironie du truc, c'est que dans le livre, moi, je raconte ça, ce que je viens de te raconter. Mais quand j'ai vérifié sur Internet, c'est pour ça que ce livre, c'est vraiment la vraie version. La vraie version de mes yeux à moi. Ouais. Et donc, quand j'ai vérifié la version sur YouTube après avoir écrit mon livre, j'ai vérifié la scène. Effectivement, Mpassi, elle est venue, elle a pris le prix, elle a dit, est-ce que ce serait possible que moi, je serre la main à Mandela? Elle voulait se faire un kiff perso. Toute seule, elle n'a pas dit tout le monde. Elle a dit, moi, serait-il possible que je serre la main à Nelson Mandela? Et ben ouais, donc... et franchement, le gars, c'est... Waouh, quand tu le vois sur sa table, il y a Michael Jackson, je me rappelle. Mais le mec, c'est... Ah ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas calculé Michael Jackson? Ah ouais, presque il s'est poussé, pousse-toi. Là, il y a Nelson, une aura de fou. Pour nous, c'était un gymnaste. Et là, il est là devant nous, le Nelson qu'on apprenait dans les livres d'histoire, tu vois. On embrasse tous les Nelson qui nous écoutent, même Nelson Montfort. On sait que tu nous aimes bien. C'est quoi le pitch de Haut et Fort? C'est comment un professeur de hip-hop arrive dans une banlieue de Casablanca, une banlieue déshéritée, et il arrive à transmettre les valeurs du hip-hop à des jeunes filles, des jeunes garçons, et il leur apprend à s'exprimer, à parler d'eux. C'est quoi les valeurs du hip-hop? C'est le respect de l'autre, et c'est en même temps la capacité sans violence à exprimer des mots, à exprimer des idées sur ce qui nous hante, ce qui nous bouleverse. Et le film est inspiré d'une histoire vraie? Le film est inspiré, en fait, d'abord il se tourne dans un centre culturel qui existe pour de vrai, à Sidi Moumen, alors qui est pas une banlieue comme les autres, parce que il y a une quinzaine d'années, il y a 15 gamins qui sont partis de là-bas pour commettre des attentats suicides à Casablanca, 16 mai 2003, qui sont des attentats qui ont bouleversé véritablement l'histoire contemporaine du Maroc, choqué toute une population, et depuis cette banlieue, elle a gardé ce tampon, en fait, de fabrique à kamikazes. Sauf que moi, j'ai voulu y implanter un centre culturel qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la MJC de mon enfance, à Sarcelles, là où j'ai grandi. Et dans ce centre culturel, il y a 1000 jeunes filles, jeunes garçons qui, chaque année, viennent apprendre à raconter le récit de leur vie à travers les arts et la culture. Et un jour, il y a un prof qui est arrivé et qui nous a dit, c'est un ancien rappeur, j'ai envie d'arrêter le rap et j'ai envie de continuer à transmettre à ces jeunes. On pourrait croire comme ça que c'est un film un peu comme on a déjà vu avec la culture qui sauverait les déshérités, et en fait pas du tout. On n'est pas du tout dans les clichés, on n'est pas du tout dans c'est pas du tout cucu, c'est pas un film Télérama quoi. Je sais pas si c'est un film Télérama ou pas. J'espère en tout cas qu'ils vont l'aimer. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les clichés. Ces jeunes sont pas misérables. Ces jeunes, oui, ils habitent dans des conditions pas évidentes, c'est vrai, mais en même temps, ils ont une rage. Ils ont une envie et une positivité qui est transmissible, et c'est ça qui est beau dans le film, c'est que ils s'expriment par le corps, ils s'expriment par la parole, ils prennent l'espace public et ils arrivent à se raconter comme personne pourrait se raconter à leur place. Et ça, c'est la dimension un peu comédie musicale du film, parce que bien sûr qu'il y a des grands sujets sociaux, religieux, familiaux dont ils parlent dans leurs textes, mais il y a aussi surtout de l'intime, et l'intime on le voit à travers des numéros chantés, dansés. Et comment avoir réussi à éviter l'écueil de l'angélisme en fait? Parce que je suis dans le réel, et que l'angélisme n'a pas de place dans le réel. Ni dans le rap en fait. Et encore moins dans le rap, je pense. Il est sans concession, leur rap. Ils y vont à fond. Et parce qu'ils parlent d'une réalité qu'ils connaissent et qui est très très proche d'eux, qu'on voit dans le film. Parce qu'il y a un mouvement aussi de révolte qui porte à l'intérieur d'eux, et je pense que les petites révolutions sont toujours à l'origine de quelque chose de beaucoup plus large, et il y a un côté aussi rêche parfois qu'on sent dans le film. Est-ce que prendre un stylo pour écrire des rimes et sortir de sa condition est un acte révolutionnaire?
Ah forcément, ouais. À partir du moment où on prend un stylo de toute façon et on se raconte et qu'on dit qui on est pour que d'autres ne viennent pas raconter notre récit à notre place, forcément il y a un acte révolutionnaire sous-jacent. Ouais. Vous allez représenter le Maroc aux Oscars. Qu'est-ce que ça fait ? C'est beau, c'est beau comme c'était beau d'être en compétition officielle à Cannes et surtout d'avoir ces jeunes autour de moi parce que la plupart d'entre eux n'avaient jamais pris l'avion et ils sont passés des banlieues de Casa au tapis rouge de Cannes et maintenant les Oscars et une belle histoire d'amour et un conte de fées qui est en train de s'écrire et en même temps je leur dis toujours attention, c'est du cinéma, faut garder la tête froide, il y aura un après-film mais ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas les chevilles qui enflent, qu'ils savent toutes et tous pourquoi ils ont fait ce film. Il y a des vraies raisons derrière, il y a des choses à dire, des choses à raconter, et de pouvoir le porter dans des enceintes aussi importantes que celle-ci, c'est forcément quelque chose qui nous fait du bien. Ouais, c'est un film que j'ai tourné au Maroc, mais qui s'adresse pas uniquement à la jeunesse du Maroc, qui parle pas uniquement de la jeunesse du Maroc. C'est un film qui est beaucoup plus large que ça. Moi, je vous le disais, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles. J'ai tout appris dans cette MJC, là, le Forum des Cholettes. Ça correspondait d'ailleurs au début des années 80 aux tout premières arrivées du mouvement hip-hop des États-Unis. J'ai vu comment le rap a pu changer notre vie, j'ai vu comment nos potes s'en sont emparés. Donc bien sûr que ça dépasse de très très loin les frontières, c'est évident.